Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur l'épisode 95 du Dreamcast Show. On s'approche encore un peu plus du 100e épisode. Et bienvenue à tous. Et aujourd'hui, on salue particulièrement plusieurs personnes. Les personnes du Val d'Oise, les fans de DJ Snake, de Sniper, mais aussi de plusieurs sportifs célèbres comme Presnel Kimpembe, Riyad Mahrez, Adrian Manarino ou encore Louis Saha pour les un peu plus anciens. En tout cas, j'espère que vous allez tous très bien et on se retrouve pour un autre épisode de Draft. Le premier épisode sur Dylan Harper vous avait plutôt plu et puis on avait pris beaucoup de plaisir à le faire. Donc on est parti pour un deuxième épisode. Pour ce faire, je ne suis pas avec Azad. Azad est à Boston au moment où j'enregistre et donc il a un peu moins de temps. Mais pour le suppléer, ce sera Jasper de Symbiose. Donc voilà. Et de qui on va parler aujourd'hui, j'ai oublié de le préciser, de Trey Johnson. Alors qui est-il? Quel est son profil? Comment le projeter en NBA? On va vous expliquer tout ça pendant plus d'une heure à peu près. Installez-vous bien et on est parti tout de suite. Et donc après cette intro beaucoup trop longue, je salue mon invité du jour qui n'est pas Azad, qu'on salue, qu'on embrasse évidemment et qui reviendra très bientôt. Mais c'est Jasper de Symbiose, quelqu'un qui est quand même aussi un peu habitué à venir ici. Mais du coup bienvenue, ça fait longtemps, mais bienvenue sur la chaîne. Bah écoute, merci. C'est vrai que c'est ma première sous le nouveau format, la nouvelle ère Dreamcast Show. Un petit peu de pression, je suis un peu stressé. Non, mais ça va. J'ai beaucoup aimé la dédicace à Louis Saha, voilà, en tant que fan de Liverpool. En plus, on est tous les deux la fan de Liverpool. Donc on tourne le lendemain d'un match contre Paris. Un match retour contre Paris, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Un petit peu, ouais. Non, mais c'était un beau match. Et bravo, félicitations à tous les auditeurs parisiens. C'était franchement un bête de match. Et puis pour une fois que le sort tourne en votre faveur. Bref, nous ne sommes pas là pour parler de ça. Du coup, je disais, oui, t'es quand même un habitué. Pour ceux qui sont là depuis le tout début, depuis les balbutiements, on avait fait quoi, un podcast sur Oliver Maxence Prosper ensemble. Ouais. Et sur les jeunes draftés de Denver, si je dis pas de bêtises. C'est vrai, et les erreurs de scouting aussi, je m'en rappelle là maintenant, du coup. Oui, avec un quiz d'anthologie. C'était très drôle. C'était très drôle à faire. Bon, en tout cas, écoute, déjà, si tu vas bien, c'est bien. Pas de pression ici, ne t'en fais pas. Qu'est-ce que je veux dire? Oui. Pour ceux, alors, il y en a peut-être qui étaient là dès le début, et je vous en remercie, même s'il ne doit pas y en avoir beaucoup. Mais pour ceux qui sont un peu, qui te découvrent, du coup, qui ne t'ont jamais entendu sur le Dreamcast Show, eh bien, Jasper, du coup, de Symbiose, parle-nous un peu de Symbiose, parce que là, au moment où ça sort, ce sera en période de March Madness. Donc, Symbiose, qui est quand même un média reconnu sur le scouting, c'est quoi un peu votre actu, tout simplement? Bah écoute, je suis très nul pour faire ça, mais je vais le faire quand même. Cette année, en fait, surtout, on s'est lancé un petit peu plus sur plusieurs médias, un peu comme vous, c'est marrant. Et on s'est même pas consulté. On a essayé un petit peu les formats YouTube. On a toujours continué les articles sur Substack. Et on a toujours des podcasts. On parle principalement de prospects. Comme ça, au moins j'englobe tout. Que ce soit, ça peut être les joueurs européens, les joueurs NCAA, les joueurs overtime elite, mais aussi les joueurs NBA. Ça peut arriver aussi qu'on ait pas forcément des joueurs, mais qu'on parle un petit peu de tanking, de tout ce qui se rapproche en fait aux jeunes et au développement, je dirais. Et cette année aussi, on a essayé de faire beaucoup plus d'interviews avec plus d'intervenants sur YouTube. Ouais. Bah, vous aviez sorti même un long format, un moment d'interview, si je dis pas de bêtises, d'un prospect potentiellement futur prospect NBA. Mais du coup, voilà, pas mal de contenu diversifié, comme tu dis. Vous mettrez tout en description si ça vous intéresse. Et puis on salue toute l'équipe de Symbiose, quand même, vous êtes beaucoup. Hein. Et puis vous êtes tous des amours. Donc voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour
pour parler, pour Symbiose, où on peut parler de notre sujet du jour. Non, je voulais déjà te féliciter. Je trouvais que je suis super content de voir que le Dreamcast Show ça marche pour toi. Oh, waouh. Non mais ça fait hyper préparé, mais c'est vraiment en full impro. Et non mais je trouve qu'en fait ça reflète un petit peu, je trouve, ce qui se passe actuellement, enfin cette année j'ai l'impression, sur les réseaux, où là où les autres années on a peut-être un petit peu la scission entre tous les différents consommateurs de basket. Je pense que moi, en tout cas j'ai l'impression depuis mon point de vue, que les gens ont arrêté de se prendre la tête pour comment consommer le basket, et qu'on arrive du coup à trouver la niche. Et c'est bien de voir que les gens peuvent consommer, faire Steam, comme Trash Talk, comme le Basket Lab et aussi le Dreamcast Show. Chacun a sa façon de consommer. C'est bien aussi de voir que du coup, même niveau stats, Ouais. tout le monde s'y retrouve, quoi. Ouais, et puis au final, tu vois, je pense que ce qu'on essaye de faire aussi, c'est de montrer que les stats, c'est pas si, c'est pas si dégueulasse que On ça. n'est pas des utilise nerds. Ouais, et tu vois, au final, bon, bref, c'est une autre discussion, mais le VORP, le Estimate Plus Minus, c'est des trucs que nous, on n'utilise pas du tout. Ouais. Mais en tout cas, merci beaucoup. Je sais pas trop comment réagir. Je pense que très peu de gens sont à l'aise pour réagir à des éloges comme ça, mais merci, c'est très gentil de ta part. Et puis, ça me permet aussi de remercier. C'est vrai que là, on est en fin de saison, et bon, on le fera peut-être en fin de saison plus longuement avec Azad, mais ça a été haut en couleur, on va dire, surtout sur YouTube, mais ça a été une incroyable saison. On a vraiment kiffé, on kiffe vraiment, et on n'a même pas encore atteint les playoffs, et c'est aussi un peu grâce aux auditeurs, hein, de toute façon, tout simplement, on ne ferait jamais rien sans eux. Donc voilà, mais écoute, ça me fait plaisir, Je vais tout de suite relancer, je vais essayer de pas trop épiloguer là-dessus, pour pas avoir une séquence trop gênante, trop Non entre mais nous. juste pour ajouter un petit truc, je sais que je suis chiant. Ah là là. C'est surtout niveau productivité. Je sais pas comment vous faites pour sortir autant de choses en autant de temps, surtout les vidéos YouTube, parce que ça prend plus de temps, je trouve, beaucoup plus de temps qu'un podcast, parce que ce soit niveau montage, c'est con, mais même les miniatures et tout ça, ça prend du temps, et franchement, bravo, parce que j'avoue que nous, chez Symbiose, ça peut arriver qu'on a des périodes en dents de scie, notamment sur tout ce qui est podcast vidéo, quoi, ce qui est logique en soi. Oui, ce qui demande le plus de travail, mais c'est vrai que on voulait s'investir, on est deux, et puis à deux, c'est vrai qu'on va quand même. 2 fois plus vite. Ouais, t'as ce confort aussi de, tu vois, là, pendant quelques semaines, Azad n'est pas là, moi je gère, et puis inversement pendant des vacances ou quoi. Et puis voilà, le but c'est quand même de parler de basket, nous on adore ça, donc ça nous dérange pas de sacrifier un peu de, de sommeil ou de vie sociale pour ça. Et en parlant de basket, on va parler d'un joueur qui fait débat un peu, je trouve, et qui est beaucoup plus intéressant qu'il n'y paraît, en tout cas qui est beaucoup plus nuancé qu'il n'y paraît. C'est Trey Johnson. Trey Johnson, alors je vais le présenter rapidement, mais on parle d'un joueur qui est un ailier, enfin pas un ailier, mais on va dire plutôt un wing, qui est assez grand. Évidemment, j'ai plus ces mensurations, j'arrive plus à les retrouver, mais qui fait 1m98 et une envergure qui est très positive de 6'10", si je dis pas de bêtises. 2m6 à peu près, 2m8, c'est ça. Ouais, quasiment 2m10 d'envergure, pas tout à fait, 1m98 pour 2m10 d'envergure. Et c'est vrai que c'est un nom qui, on va pas se mentir, qui tourne depuis un petit moment. C'est pas un joueur qui est arrivé et qui a explosé dans les boards cette année. C'est un joueur qui a fait toutes les compétitions FIBA, qui est depuis longtemps dans le circuit, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, cette année, Trey Johnson joue à Texas. Alors, on pourra revenir au contexte de Texas un peu plus tard. Mais c'est du coup, on va dire, le joueur héliocentrique de Texas. C'est sa première année. C'est un freshman, il a 19 ans. Donc, il est très jeune. Et déjà, on parle d'un joueur qui a un gros usage. Et pour faire les très, 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 très grandes lignes du profil, c'est un scoreur assez pas unidimensionnel, mais en tout cas, c'est un joueur qui, de par son usage, il va beaucoup plus être sur du scoring que sur du passing. Ça, c'est le premier truc qu'on peut dire, je pense, ou sur lequel on va être d'accord.
Ce que je voulais revenir, c'est qu'effectivement, c'est marrant parce que c'est un nom qui est connu depuis longtemps et pourtant, quand tu regardes un petit peu, que ce soit niveau stats, ce qu'on voit en tout cas depuis le cercle Twitter, c'est que c'est pas forcément un nom qui ressort non plus tout le temps. Et je pense que justement par son profil de score un peu unidimensionnel à la Cam Thomas, parce que c'est le nom qui revient le plus souvent, du coup les gens sont pas forcément hyper hypés par le joueur parce que le profil est en fait presque déjà connu, entre guillemets. Ouais, et en fait, c'est intéressant parce que je pense que sur le profil, hein, on pourra y revenir, mais c'est vrai qu'en tout cas, ce qu'on voit à Texas, c'est un joueur qui est un peu en profil qu'on aime de moins en moins en NBA, ou en tout cas que nous, tu vois, on valorise pas trop, c'est-à-dire des joueurs qui vont mettre beaucoup de points, des tough shot makers, etc., mais qui finalement, si on regarde les stats, il n'y a pas une énorme fréquence au cercle, on pourra y revenir, et il n'y a pas trop de création pour les autres non plus. Cela étant dit, je pense que le truc avec lequel il faut commencer avec Trey Johnson, et je peux te lancer un peu là-dessus, c'est que au sein des tough shot makers, on va dire dans la famille des scoreurs un peu unidimensionnels, même si peut-être qu'il pourra dépasser le cadre, etc., je pense qu'il y a des strates aussi, des tiers, tout simplement, et que le plus important pour ce genre de joueur, c'est le toucher de balle, et que Trey Johnson, je pense que tu vois, comparé à tous les autres un peu wing comme ça, qui sont des tough shot takers, en tout cas des scoreurs voilà, unidimensionnels, encore je le répète, bah, on a un joueur en fait, et je pense que c'est assez sous-estimé, mais qui a un toucher de balle élite de chez élite, quoi. Ouais, je suis d'accord avec ça et je pense que le toucher de balle, ça se ressent pas forcément que à la raquette. On va souvent se dire que c'est souvent associé au flotteur, mais pas que. Ça se voit aussi dans le shoot et tous les autres compartiments. Mais en plus, un toucher de balle pour le coup qui est presque reconnu depuis un bon moment, depuis son passage en high school, plus son expérience FIBA, notamment la Coupe du Monde U19. Et, euh, et voilà, effectivement, je pense qu'on en reviendra plus tard sur la répartition, le volume de, de tirs près du cercle. Mais voilà. C'est vrai que les tall shot makers, en fait, c'est facile aussi de les mettre dans une case parce que c'est un profil qui revient souvent NBA et du coup, c'est un profil qu'on peut facilement assimiler. Alors qu'il ne faut pas oublier que chaque prospect est différent et chaque joueur a ou ses particularités. Ouais, tout à fait. Et pour vous dire un peu les stats, on parle d'un joueur qui est à plus de 88% au lancer franc. Donc on est quasiment aux alentours de 90% au lancer franc. C'est vraiment énorme pour un joueur de fac, hein, pour un joueur de 19 ans, parce que c'est de la mémoire musculaire, etc. Et finalement, c'est des choses qui augmentent aussi avec l'âge. Tu vois, par exemple, des joueurs finalement qui sont à 80-85% à la fac, c'est déjà très très bon. Et lui, il est à 90%. Et en plus de ça, je pense qu'on peut peut-être commencer par là, mais il est à 40%. Bon, quasiment là, au moment où on tourne, il est à 39,5% à 3 points cette saison, sur quasiment 200 tirs, et en étant assisté que sur 70% d'entre eux. Donc il y a aussi 30% d'autocréation, et il y a 40% de réussite à 3 points. Et pour expliquer un peu ça, bah, je pense que voilà, il y a le toucher élite, il y a aussi une mécanique qui est ultra fluide. On en parlait un peu en DM, mais c'est vrai qu'il a une mécanique que je trouve très similaire à celle d'Eric Gordon. Et finalement, déjà, en fait, quelque chose de son profil, c'est, je pense, qui est important de faire la différence entre un joueur qui a un toucher bon et un joueur qui a un toucher élite, en fait. Et lui, on n'est pas sur un joueur qui est à 35-36% à 3 points, mais qui est déjà à 40% à 3 points. Alors attention, c'est l'échantillon NCA, mais quand on a 40% à 3 points avec de l'autocréation et 90% au lancer franc, avec un régime de tir aussi un peu compliqué, où on pourra y revenir, mais je pense qu'aussi une de ces cartes, c'est le shooting en mouvement, etc. Mais finalement, il y a la grosse force pour moi de Trey Johnson, c'est que tu as un shooter déjà d'excellent niveau, et pas juste un bon shooter, mais vraiment un excellent shooter, quoi. Ouais, je te rejoins totalement, que ce soit quand on regarde un peu les pourcentages, quand on regarde le film,
On est vraiment là-dedans. J'ai perdu un petit peu le fil de ce que je voulais dire. En fait, je voulais revenir sur quelque chose que tu avais dit tout à l'heure. Ah oui, je voulais dire, ça revient aussi un peu aux racines, parce que pour revenir un peu sur le contexte, du Vas-y, coup, bien sûr. Richard Earl Johnson, parce que son nom n'est pas très Johnson, je vais vous décevoir, mais son père a joué à Baylor, donc on parle souvent de contexte dans l'éducation, dans la jeunesse. Je pense que c'est souvent important de savoir que des joueurs ont eu, son père a une carrière non professionnelle, mais qu'il a quand même joué au collège, niveau collège, surtout à Baylor. Et pour la petite histoire, si je ne me trompe pas, son coach actuel, donc Ronnie Thierry, le nouveau coach de Texas, était assistant à Baylor quand son père jouait à Baylor. Voilà, donc le monde est petit. Ouais, et finalement, c'est quelqu'un qui a quand même alors j'ai l'impression que c'est de plus en plus le cas, mais un environnement qui a grandi dans un environnement presque professionnel, quoi, par rapport au basket. Mhm. En plus, né au Texas, il commit à la Oui. Texas, donc il a ce côté aussi, je pense qu'il voulait pas forcément aller trop loin. On sait que c'est peut-être un peu compliqué pour nous, Français, parce que on a peut-être moins le côté attachement à la famille, mais c'est très important pour les prospects, notamment NCAA. Ça arrive souvent que des gros prospects, par exemple, vont aller dans des facs un peu moins classés, un peu moins bien classés, mais le côté famille, le côté rester dans ton cocon, dans ton environnement, alors que tu es en NCAA, que tu es encore dans l'apprentissage, c'est hyper important en termes de valeur chez les Américains. Ouais, ouais, ouais. Et il y a des exemples pour le coup de ça, il y en a vraiment beaucoup. Et c'est marrant parce que juste avant qu'on tourne, par exemple, Moses Moody, il avait fait pareil. Je crois qu'il vient d'Arkansas et il était à la fac d'Arkansas, si je ne dis pas de bêtises. Mais du coup, ouais, comment est-ce que tu peux comment tu décrirais un peu son, son shooting et l'importance aussi d'avoir ce très très gros volume finalement parce que, enfin, comment dire, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de son shooting? Plutôt, est-ce que tu pourrais nous parler de la diversité de son shooting à 3 points qui est déjà présente finalement? Ouais, effectivement. Du coup, pour le 3 points, ce qui est important, c'est que on reviendra après, je pense, sur le contexte, c'est le principal outil de spacing de son équipe. Parce Mais qu'en ça, gros, on peut en parler tout de suite, ok. hein, En gros, vas-y. Texas, tu prends des joueurs physiques, athlétiques, tu prends pas des vrais joueurs de basket, entre guillemets. On a des Arthur Kaluma, des Shedrick, tout ça, c'est des joueurs qui vivent dans la raquette. J'avais noté, hop. Texas, Ouais. ils sont 75e centile en termes de volume dans la raquette. Donc c'est une équipe qui va beaucoup sur la ligne des lancers, va beaucoup dans la raquette. Et du coup, Trey Johnson a un rôle capital, c'est-à-dire que c'est le seul joueur qui peut écarter le terrain pour que tous les autres joueurs puissent aller dans la raquette. Par exemple, le pivot, il joue 70% de ses possessions sur du post-up. Donc c'est très rare, même des chiffres, je crois que tu regardes Jokic, on n'est même pas à cette Oui, répartition on n'est pas, en on termes n'est de pas volume. à cette répartition. Et c'est important de dire que finalement, le rôle aujourd'hui de Trey Johnson, comme tu le dis très bien, c'est plus un rôle de spacer et de créateur d'attaque vraiment par son shoot et par la gravité de son shoot que vraiment être un créateur pour les autres parce que les autres ne pourraient pas créer le spacing en fait. Si lui c'était le créateur, déjà de facto les autres pourraient pas créer le spacing et donc il y aurait ce problème de ça marcherait pas. Et force est de constater aussi sans doute que c'est peut-être sa plus grosse qualité aussi, c'est que c'est vraiment un joueur qui a une gravité énorme parce que il peut shooter aussi en mouvement, il peut shooter après un dribble, il peut shooter en pull-up, il peut shooter en catch and shoot, etc. quoi. Ouais, et puis effectivement, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que pour le coup, Texas, c'est une équipe avec beaucoup de seniors. Et on parle d'un freshman, donc 2006, qui est le principal outil de spacing, qui est le meilleur scoreur, qui est presque le meilleur passeur. Donc en termes de production et d'attente, de responsabilité attendue, c'est difficile de faire mieux, en tout cas en termes de contexte. Bon, Texas, ça joue plus le tableau comme à l'époque de Chris Bird, où tu avais des Jackson Hayes, des Mo Bamba, toutes sortes de... Texas était un peu connu pour ce genre de freak Pour tous les athlétique. pivots, Kyle Jones. Ouais, tous les pivots intérieurs athlétiques de NBA quasiment c'est sont ça. passés là-bas, je crois. Ouais, c'est impressionnant. Mais il y a eu un petit changement de cycle du coup avec le départ de Chris Bird.
Et il y avait aussi la déception Ron Holland, qui devait à l'époque commit et qui est ensuite allé en G-League. Du coup, une sorte de renouveau, mais pas forcément dans l'effectif, où il y a encore pas mal de seniors. Et donc, Trey Johnson, c'est le freshman qui a toutes les responsabilités, surtout en attaque. Ouais. On est sur un usage, si je dis pas de bêtises, qui avoisine les 30%. Quand j'avais regardé, c'est à peu près ça. 27%. Ouais, c'est ça. Ouais. 27,5%, ce qui en plus pour de la NCA est assez big. Et finalement, tu vois, moi je trouve que dans ce contexte, comme j'ai dit, je sais pas ce que t'en penses toi, mais c'est aussi à cause du contexte, mais c'est aussi parce que c'est sa grosse force de pouvoir espacer le terrain, quoi. Oui, c'est comme ça qu'il était utilisé en high school, c'était surtout comme ça qu'il était utilisé en FIBA, parce qu'en FIBA, on y reviendra, mais il a été utilisé en tant que joueur de banc, mais il était sur le terrain pour offrir de l'espace, donc du spacing, et il en faut à Texas parce que si c'est pas lui qui le fait, c'est personne qui le fait. Ouais. Et du coup, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est quelque chose qu'on peut déjà assez facilement projeter en NBA. Et en fait, je trouve qu'il y a déjà un aspect que les chiffres vont pas du tout retranscrire, mais qui est assez simple dans tout ce qu'on a dit finalement. Si on fait un peu le bilan de la première partie pour moi de Trey Johnson, c'est qu'on a un joueur qui en fait a cette capacité de shooter vraiment en mouvement. Pour moi, c'est ça, sa grosse carte, pas assez discutée en tout cas, c'est qu'un joueur qui est aussi adroit à 3 points et qui est capable de shooter en mouvement, tu vois, ce que j'aime bien, c'est qu'il arrive très bien à lire la défense sur les sorties d'écran. C'est-à-dire que si le défenseur, il va essayer un peu de tricher et de passer sous l'écran pour prendre un raccourci, et ben lui, il va stopper sa course et se relocaliser. Et sur les sorties d'écran aussi, c'est des petits détails, mais je trouve qu'ils montrent vraiment qu'il y a un shooter d'élite. C'est le côté comment il se met face au panier, comment il tourne ses épaules très rapidement face au panier pour tirer et pour bien faire le transfert d'énergie, tu vois, un peu, alors c'est pas du tout le même gabarit et tout, mais vraiment un peu à la JJ Redick qui était un peu, enfin je sais pas, mais le cliché de ça, de vraiment, je tourne mes épaules presque à 90 degrés en tirant, et ça il le fait super bien, avec un point de relâchement très haut, et une mécanique super rapide, quoi. Ouais, je suis d'accord sur ce qu'on va appeler la chaude prep du coup, encore plus au niveau des chevilles. Parce que souvent, je prends un exemple de end-off, souvent la course est forcément pas droite. Donc c'est-à-dire, c'est la capacité à pouvoir recevoir le ballon quand en gros son corps est dans l'axe par exemple des tribunes, donc il n'est pas axé vers le panier. La capacité à, une fois qu'il prend le ballon, au niveau de ses chevilles, c'est très rapide à quel point il rentre dans sa motion de shoot. Et du coup, comme tu dis 90 degrés, je pense aussi à... Bon, c'est l'exemple le plus large, mais c'est vraiment Bellinelli, pour le coup, qui était vraiment presque que du shoot en mouvement, et qui avait ce côté de pouvoir shooter dans n'importe quelle position. Là, je trouve qu'aussi avec Trey Johnson, il y a quelque chose de beaucoup plus droit, beaucoup plus, je pense, pas théorique, mais beaucoup plus travaillé. On sent que là-dessus, c'est très travaillé. Il sait très bien gérer sa course. Et il sait qu'à tout moment, il peut déclencher le shoot à une vitesse assez rapide, et ce qui permet effectivement du coup d'avoir ces courses où ça peut être le système le plus simple, hein, c'est-à-dire un curl, où il voit que sur l'end-off, ça switch mal, ou qu'il y a une mauvaise communication. Très vite, si ses chevilles ne sont pas forcément bien axées, il va réussir en fait à déclencher son shoot, et avec une release aussi rapide et aussi belle, parce que franchement elle est assez fabuleuse, quoi. Ouais, c'est vrai qu'elle est très très régulière, et c'est beau à voir, et je trouve que sur ses chevilles, c'est quelque chose un peu que je m'étais un peu noté, mais peut-être aussi pour plus tard, et ça permet de faire la transition, mais ce côté aussi dans ses courses, tu sais, il va être très pour tourner en fait, il va être très courbé au sol déjà aussi dans ses courses, et en fait je trouve que il a une belle, ça se voit pas trop tant sur ses drives encore, mais tu vois, sur ses courses off-ball, tu sens qu'il a ce côté un peu souple, tout simplement, flexibilité de cheville aussi pour vraiment s'enrouler autour de son poseur d'écran, quoi, par exemple. Et je trouve que, du coup, physiquement, c'est peut-être pas un joueur
fait autant saliver que, tu vois, qu'un VJ Edgecombe parce qu'il n'a pas le jump de VJ Edgecombe ou qu'un Ace Bailey parce qu'il fait pas 2,08 m. Mais finalement, je trouve que l'athlète est ultra fonctionnel, quoi. Ouais, sur effectivement tout ce qui est flexibilité des chevilles et tout ce qui se rapport au niveau du pied, tout ça. Et pour moi, le meilleur exemple là-dessus, c'est le volume n'est pas énorme, hein, mais parce qu'on est sur une vingtaine de tirs. Il est à 45% sur les baseline out of bounds, donc les blobs, et parce que souvent utilisé dans ces systèmes comme un shooter du coup en mouvement. Et ce que j'adore là-dessus, c'est la lecture de ses courses. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il a déjà cette compréhension, ce Q-basket, pour savoir à quel moment il va déjà recevoir la balle et du coup à quel moment il va shooter. Et du coup, on voit que dans sa course, il n'y a jamais l'appui de trop. Du coup, il arrive toujours à la vitesse qu'il veut et au moment qu'il veut pour le shoot. Et ça, c'est difficile à quantifier parce qu'en soi, il n'y a pas de stats. On n'est pas sur un terrain de foot où du coup tu peux avoir les courses verticales, les courses à haute intensité. Mais ce qui est impressionnant là-dessus, c'est vraiment ce côté de shooter élite, c'est-à-dire que il va avoir le système en 2D et il va très bien le comprendre en 3D pour se dire ok, une fois que l'écran va être là, la passe va être là et du coup je sais que c'est sur cet appui que je vais avoir mon shoot. Et du coup il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas ce geste de trop, cette relocation souvent qu'on peut avoir. Et du coup, quand tu as un shoot aussi rapide et que dans la compréhension de l'espace, dans la compréhension de tout mouvement par rapport aux autres, c'est aussi fort. Effectivement, on peut dire que c'est là-dessus du coup du shooting élite. Ouais, et vraiment, je répète, mais je pense vraiment que avoir cette qualité de shooter en mouvement, ça peut aussi être une source d'attaque assez bonne. Et d'ailleurs, je trouve que là-dessus, tu vois, là où un JJ Redick, il était petit et pour libérer la balle, même pour lui, c'était compliqué. Et ben, je trouve que même là-dessus, quand la défense va le prendre à 2, et ben lui, il est plutôt pas mal pour s'en rendre compte. Et avec du coup sa plutôt bonne envergure, il peut passer au-dessus. Mais on parlera peut-être du passing après. Je préférais un peu rester sur le côté physique, dans le sens où le joueur aujourd'hui, et aussi du coup continuer sur le scoring et le physique, parce que pour moi c'est un peu relayé, mais c'est un joueur du coup après le très positif du tir en mouvement. C'est vrai que une fois qu'on se rapproche un peu du cercle, on commence un peu à grincer des dents parce que c'est un joueur qui a un énorme volume à mi-distance aussi. Si on regarde les stats brutes sur la saison, il a quasiment 2 fois plus de tirs à 2 points qui ne sont pas au panier comparé aux tirs à 2 points qui sont au panier. Il a quasiment autant de mi-distance, enfin en gros il a autant de mi-distance que de tirs au panier, 2 fois plus de mi-distance que de tirs au panier, pardon, même s'il y a les short mi-distance, et il a autant de mi-distance que de 3 points. Donc on a un joueur qui est vraiment beaucoup orienté sur le mi-distance. Et pourquoi je voulais parler un peu du physique ? Parce que c'est vrai qu'il y a ce côté un peu... comment dire, oui, il va beaucoup aussi aimer jouer des post-up ou en tout cas des face-up, des choses un peu classiques de scoring à 45 degrés où après il n'est pas trop loin du panier et donc soit il peut déclencher, soit il peut post-up, etc. Et pourquoi je voulais lancer là-dessus ? Parce que je trouve qu'il y a, même sur ces mi-distances, et ça explique aussi pourquoi il y a une grosse dépendance aux mi-distances, c'est parce que il y a des fois où il a du mal en fait à ne serait-ce que prendre la position au poste bas, parce qu'il a un petit manque de puissance quand même, et c'est quelque chose qui se retrouve aussi sur parfois sa capacité à aller jusqu'au panier pour l'instant, quoi. Ouais, je sais pas si... J'ai dit beaucoup de choses. Oui, non, mais du coup j'ai envie de remonter sur tout, et j'ai pas envie d'aller trop loin, parce qu'après on parle de la défense de... Si tu veux rester un petit peu sur l'attaque du cercle, je suis d'accord. Mais aussi restons là-dessus, ouais. Parce que sinon j'avais la panoplie un peu de scoreurs, parce que tu m'as parlé de post-up, de tout ça, donc j'avais envie de partir dans tous les sens. Sur l'attaque du cercle, je suis assez d'accord. Et moi j'ai retrouvé ça surtout en fait quand je suis replongé dans du FIBA et dans les deux high school. Il y a parfois aussi où, je sais pas si c'est une question de moteur, mais sur les longues courses, c'est-à-dire quand il va avoir un close-out un peu mauvais et qu'il va devoir attaquer le cercle, il est des fois un petit peu juste. Je me souviens de plusieurs séquences, notamment contre Zachary Lezaché, un joueur qu'on connaît, où il se fait contrer plusieurs fois par derrière. Bon, alors Zachary Lezaché est quand même un plutôt beau défenseur, mais ça arrive
plusieurs fois dans le match en fait où il prend de vitesse, ou juste par le dribble, il prend il prend le dessus par rapport à son vis-à-vis, et au final, il écrase un petit peu son lay-up, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il arrive en fin d'énergie, et du coup même que ce soit pas forcément dans le toucher, mais plus dans la release, il va prendre son lay-up du coup très tard, j'ai l'impression. Là où du coup, il va utiliser sa longueur et son hang time, il va le prendre très tard, et du coup, les derniers appuis sont un petit peu lourds, et ça peut arriver qu'il se fasse contrer. Et je pense que là-dessus, il y a quelque chose à monitorer, à regarder un petit peu sur le côté, est-ce qu'en fait, s'il n'est pas forcément aussi efficace sur les longues courses, c'est-à-dire sur les close-out quand il va être à 45 ou en tête de raquette, et plus efficace du coup sur des séquences assez courtes à haute intensité. Et c'est marrant aussi parce que je trouve que en fait, c'est un joueur qui, quand on regarde les matchs de Texas, je trouve, comme tu l'as dit, court énormément. Il court vraiment énormément parce que c'est un peu ça la source d'attaque de Texas. Et je pense qu'il y a une question de, peut-être pas de moteur, mais aussi de, si on lui demande de beaucoup faire ça, c'est aussi normal que parfois sur les fins de drive, il ait un peu moins de jus. Et je pense qu'il y a aussi un côté, il y a aussi malheureusement un côté puissance. Mais d'un autre côté, tu vois, je trouve que il n'est pas aussi fin que un joueur comme Jalen Green qui a pris du poids, mais il a jamais vraiment gagné. Tu vois, les épaules sont pas très bien, sont pas super larges, etc. Et Trey Johnson, je me dis, il y a peut-être un monde où il peut beaucoup plus encaisser de prise de poids que ces joueurs-là. Et ça se ressent vachement sur, tu vois, sa dépendance au flotteur, où tu vois aussi un peu le toucher de balle. Mais je trouve qu'il dépend vachement de ce flotteur parce que parfois, il arrive à peu près au panier, ou en tout cas, il arrive dans la zone du panier, et son défenseur, un peu ce que fait extrêmement bien un joueur comme OG Anunoby, mais il est pas derrière, mais sur le côté, et il va réussir, grâce à sa puissance, à se remettre devant, et ça force du coup Trey Johnson à déclencher plus un flotteur par-dessus le défenseur qu'un lay-up, puisqu'il y a quelqu'un devant lui, quoi. Ouais. Et il y a un truc assez marrant quand on regarde un peu les stats, c'est que depuis la high school, il a toujours une tendance à drive souvent, du coup, sur Synergy c'est drive left, donc souvent c'est drive main gauche, côté gauche, alors que ça reste un droitier, ce qui est au final assez rare, et Oui. bizarrement en plus, son point par possession est presque 2 fois plus haut quand il drive à droite. Et j'ai remarqué, je me dis c'est peut-être une question de footwork, parce que du coup quand j'ai vu cette stat, je me suis refait du film, et effectivement j'ai l'impression qu'aussi des fois il a du mal aussi comme je disais tout à l'heure, à typer le layup, et du coup quand il le fait avec la main gauche c'est plus simple, parce que c'est pas forcément des fois la main il va dribbler et c'est pas sa main forte, alors que peut-être que cette coordination entre dribble et savoir quand aller au layup, toute cette question de timing peut être assez complexe Ouais. pour lui. Mais je te rejoins sur tous Ouais, les points, ouais, notamment sur le point de Jalen Green. je suis d'accord, c'est intéressant ce côté coordination, tu sens que mais c'est marrant parce que je trouve que en fait la question, tu vois, parce qu'il faut quand même le projeter sur un truc, sur un rôle NBA, et ce qui va beaucoup déterminer, je pense, le plafond, je pense qu'il y a évidemment le passing, etc. Mais il y a ce côté à quel point ça peut être un joueur qui peut devenir un driver. Et je trouve que là où c'est dommage, enfin encourageant ou dommage le produit actuel, mais encourageant pour potentiellement l'avenir, c'est que tu as quand même des flashs de finition qui sont assez impressionnantes, parce que il a une capacité avec quand même des longs bras à trouver des angles assez impressionnants. Il arrive parfois à plutôt bien décélérer, et j'ai deux trois lay-up en tête où je me dis c'est impressionnant quand même avec ce toucher de balle où quand il attaque le cercle c'est vraiment cool. Mais le problème que j'ai, et je crois que je l'ai vu aussi dans tes notes, et c'est assez marrant, mais c'est que c'est un joueur qui cherche énormément l'angle, plus que le contact. Ouais, trop souvent, et du coup des fois il y a peut-être se chercher des shoots difficiles, et ça explique aussi le free throw rate qui est assez négatif, j'ai pas envie de dire abyssal, mais qui est assez négatif. Et je voulais revenir aussi, ce qui est dommage, c'est que je trouve que à Texas, il n'est pas forcément utilisé aussi. On a 14 possessions en cut, et du coup, dans la projection NBA, du côté du shooter un petit peu off-ball qu'on parlait, un petit peu le côté gravité,
en fait, ce genre de on n'a pas assez de volume pour évaluer si oui ou non c'est un bon cutter. Mais je trouve que du coup, quand on se refait un petit peu les cuts, il y a quand même pour le coup des bonnes courses, parce que souvent c'est des courses à haute intensité courte. C'est ce qui fait aussi pour le shoot, donc il y a cette répétition un petit peu, et les layups sont très bons. Je pense que tu parlais du layup contre Kentucky pour le côté touché, où parfois il va s'éloigner du panier, et en fait tu vas te dire mais l'angle est beaucoup plus compliqué que s'il allait chercher un layup normal, mais il va le mettre. La question de savoir, c'est est-ce qu'il va chercher cet angle parce qu'il est plus à l'aise? Est-ce qu'il va chercher cet angle parce que c'est le seul angle que la défense lui laisse? J'ai encore du questionnement là-dessus. Et quand on regarde un petit peu le film High School, c'est vrai que des fois, on sent qu'il y a beaucoup plus d'impro dans ces layups, alors que on n'en a pas parlé, mais pour le côté shooting elite, c'est impressionnant de voir à quel point il est en confiance, et ça se ressent dans son jeu. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est très simple pour lui. Toutes les décisions sont vraiment... c'est un côté un peu ordinateur, logiciel. Ok, c'est le pull-up. Ok, c'est ça. Et de voir qu'il est absolument fluide dans tout son decision making. Parce que souvent, on a ce côté un petit peu... tu vois, on passe les shot making un peu à Cam Thomas, où j'ai l'impression que moi, c'est un peu fouillis. C'est un peu de l'impro, c'est-à-dire que on va tester des dribbles, on va tester des trucs. Ok, bah là, ça marche pas trop, là, ça marche. J'ai l'impression que Trey Johnson, il n'y a pas du tout ce côté-là. Et ça rentre dans le profil aussi, qui était déjà un gros score, notamment en isolation, en high school. Et... Pardon, je t'ai coupé. Vas-y, pardon. Non, c'est moi qui t'ai coupé. T'as l'impression de le voir en fait en pro-M sur un terrain avec ses potes, quoi. Ou genre comme si c'était un mec qui faisait du coup, j'ai l'équivalent du 5, mais un 5 où en fait il est en détente, quoi. Et du coup, ça rentre aussi dans ce côté shooting elite, c'est-à-dire que même quand c'est un tir contesté, la forme du shoot ne change pas. C'est un truc qu'on en parlait souvent. Ça, c'est assez impressionnant. Ouais. C'est qu'il est très peu déconcentré. D'ailleurs, j'ai noté que de plus en plus, il aime parler à ses adversaires quand il rentre un shoot. Il y a un côté, je pense, un peu compétiteur qu'on voit de plus en plus, qu'on en parlera, je pense, en défense. Mais vraiment, c'est ce côté, en fait, tout est fluide, tout est calme pour lui, quoi. Pour un shotmaker avec autant de panoplie, autant de diversité, c'est fou de voir à quel point il est en confiance sur tout ce qu'il fait. Et ce qui est impressionnant, je suis d'accord, c'est à quel point la mécanique est régulière, peu importe la défense. Et c'est assez bluffant. Et comme dit, je pense qu'il y a vraiment ce côté, pour moi, en fait, comment dire, c'est pas tant un joueur de pull-up, en fait. Enfin, si, ça l'est un peu. Évidemment, il a la capacité. Mais pour moi, c'est là où il est le plus impressionnant. C'est que c'est un joueur qui, en fait, comparé à des joueurs auxquels il est comparé, comme, je sais pas, DeMar DeRozan, Cam Thomas, etc., c'est un joueur qui, tous ces joueurs-là, c'est des joueurs, c'est pas forcément des shooters à 3 points, en fait. Et c'est pour ça que pour moi, c'était un peu ça le point clé avec Trey Johnson, c'est que c'est un joueur qui, et que je projette en tout cas, comme un shooter qui a vraiment ce côté très régulier à 3 points, sans fioriture, c'est-à-dire s'il a besoin d'aucun dribble, il fera aucun dribble. Et en fait, dès qu'il a une occasion de prendre le shoot, que ce soit un pull-up parce que la défense passe bas, et que ce soit un catch and shoot parce que juste il a fait une sortie d'écran et la défense est en retard, et ben en fait il le cherche et il les met très souvent. Et je suis d'accord, il y a ce côté aussi un peu... forcément aussi, je pense que ça explique pourquoi il y a ce côté, il fait des perfs au scoring qui font beaucoup de bruit. Si je dis pas de bêtises, il a battu le record de Texas de Kevin Durant en termes de points, ou des choses comme ça. Et je pense que ça s'explique aussi parce que c'est un joueur qui cherche énormément le 3 points, et il a ce côté confiance où parfois ça devient un peu robotique de... je prends le tir dès que je peux, en fait. Dès que j'ai une ouverture, je prends le tir. Et ça, pour moi, c'est vraiment un truc que je retrouve pas vers tous ces shooters plus de pull-up que sont, je sais pas, Cam Thomas, par exemple. Il a pas du tout cet aspect du jeu. Et c'est pour ça que je suis pas ultra fan de la comparaison avec Trey Johnson, ou enfin, la comparaison entre Cam Thomas et Trey Johnson, quoi. Ouais, puis le côté aussi, on en parlera, mais passing et le côté un petit peu 3 ballons... qui était et qui est encore un petit peu comme Thomas, mais c'est vrai qu'il y a ce côté en fait où, comme tu penses à un toe shot maker, tu penses à un mec qui va chercher ses tirs, et presque comme si en fait il allait forcément chercher ses pull-ups. Mais en fait, il y a des matchs où tu regardes,
il va prendre les pull-ups parce que c'est la défense qui lui laisse. Pas parce que c'est Oui. lui qui va le prendre. Tu vois, quand tu me parles de Demar DeRozan ou de Cam Thomas, t'as l'impression que dans sa tête, il sait déjà qu'il va prendre le mid-range. Alors qu'il n'y a pas forcément ce côté-là avec Trey Johnson, c'est-à-dire que je prends le 3 points si je peux, je prends le pull-up si je peux peut-être aller au cercle, mais il n'y a pas ce côté non plus où le play est déjà écrit en disant je suis très bon au pull-up, donc c'est forcément le tir que je vais rechercher. Tu vois ce que je veux dire? Oui, 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 je vois. Il y a plus ce côté réactionnaire à la défense. Ouais. Mais cela étant dit, je pense qu'on l'aime bien. Enfin, moi au début, je l'aimais pas du tout. Et au final, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses à aimer avec Trey Johnson. Et toi, je crois que tu l'aimes plutôt pas mal. Mais je pense qu'il y a quand même un côté où cette grosse fréquence à mes distances. Du coup, si on résume un peu pour faire le truc, c'est qu'il y a une énorme fréquence à 3 points avec une énorme réussite. Il y a un tout petit échantillon au cercle, et c'est peut-être un peu frustrant, mais ça s'explique par peut-être ses capacités physiques et aussi par son utilisation et le spacing de Texas. Mais malgré tout, c'est un peu l'éléphant dans la pièce, et il faut en parler. Il y a une grosse dépendance au tir à mi-distance, et je trouve qu'il y a aussi parfois où il y a des mauvaises lectures, et il y a un peu une mauvaise sélection de tirs par moment, malheureusement, pour Trey Johnson, quoi. Ouais, ça rentre un peu. Moi, ce que je voyais un peu avec le passing, c'est que ça peut être un petit peu irrégulier entre quand faire la passe, quand faire le shoot. Notamment sur le decision making, on a l'impression qu'il a du mal à assimiler les deux. Et ça marche souvent une fois qu'il est dans le trafic. J'ai l'impression que quand, par exemple, on va jouer des empty side ou quand on va jouer du post-up à 45 en isolation, Oui. il n'a aucun problème à avoir, je pense qu'on peut parler de proprioception, pas forcément de proprioception, plus de géométrie du terrain dans le sens où est-ce que sont mes teammates, où est-ce que sont mes adversaires, comment réagir. Et du coup, forcément, quand tu laisses un joueur à 45 qui est en face-up face à un autre joueur, bah, il peut voir presque tout le terrain, il n'y a personne à côté de lui pour le gêner. Et là, au niveau du decision making, c'est beaucoup plus simple, que ce soit pour faire la passe ou pour chercher ses tirs. Par contre, si tu fallait mettre un pick and roll assez haut, tête de raquette, et que du coup, là, de faire une course entre 4-5 joueurs, avec des joueurs qui vont faire du show, donc qui vont mettre les mains, qui vont le gêner, là, il y a beaucoup plus de mal. Et du coup, c'est là où du coup, il peut peut-être un petit peu chercher son hotspot qui va être le pull-up. À mi-distance, c'est ça. Malheureusement. Ouais, je suis d'accord, et je pense que ça résume aussi un peu le côté... en fait, c'est un bon passeur aussi, c'est un peu le passing, mais c'est un bon passeur statique, en fait, je trouve. C'est un bon passeur, en tout cas, de système. C'est-à-dire, si je te donne une isolation et que la défense... En tout cas, tu n'as pas lancé ton dribble et que la défense vient, et ben toi, tu sais que la défense vient, donc tu vas réussir à faire la passe, même parfois la skip passe, et c'est encourageant. Pareil sur les sorties d'écran, tu vois que c'est assez des lectures simples et que c'est assez bon pour lui. Enfin, qu'il est assez bon là-dedans, pardon. C'est-à-dire que si la défense sort à 2 sur lui sur une sortie d'écran, lui, il va libérer par-dessus à son poseur d'écran. Et maintenant, il y a un peu ce côté jeu en mouvement où il a beaucoup plus de mal, à lever aussi la tête, je trouve, tu vois, de son ballon, malheureusement. Et moi, il y avait une question aussi sur le côté... je pense qu'il y a un côté de decision making qui est pas bon à mi-distance. Maintenant, est-ce que... je pense qu'on peut aussi parler du coup de la projection de... Est-ce qu'on pourrait projeter un joueur avec une plus grosse fréquence au cercle plus tard? Et ça, si on dit oui, je pense que ça passe aussi par un meilleur handle qui, je trouve, est par moments un peu scolaire. Je ne sais pas si tu vois le mot que je vais employer, mais qui est pas très Manque de dans variété, la gestion quoi, peut-être. Ouais, manque de variété, que ce soit dans le rythme ou aussi dans les amplitudes qu'il met, ou aussi même parfois dans la capacité à juste à descendre bas son ballon pour aller jusqu'au drive, quoi. Ouais, je suis d'accord, ça rentre un petit peu avec un point que j'avais mis, c'est qu'il est très bon en fait quand il faut attaquer du coup latéralement que dans l'autre sens du coup verticalement, enfin sur la longueur. Ce qui est un peu dommage parce qu'un terrain de basket c'est pas un carré, c'est en longueur. Mais du coup, là où il va être très bon, souvent, par exemple on va avoir une situation du coup de face-up, c'est un petit cross, un side step
c'est sur des séquences très courtes. Du coup attends, je résume juste ce que tu as dit, mais il arrive bien à passer à côté de son défenseur, mais pas à aller vers le panier. C'est quoi. ça. Putain, c'est beaucoup mieux dit que moi. Non, mais parce que t'as dit verticalement, mais du coup, ça pouvait Oui. laisser penser en sautant, tu vois. Non, oui, Mais c'était non, vraiment... c'est plus passer à côté de son défenseur, mais pas trop vers le panier. Quoi. Oui, Une c'est fois sûr. qu'il faut aller vers le panier, il a un peu plus de mal. Exactement, ouais. Ce côté droite-gauche, et crée des décalages avec justement toute cette panoplie de side step, step back, tout ce que tu veux. Pour le coup, là, il les possède tous. Et du coup, il est très bon sur ces petites séquences. Et ça rentre un petit peu dans ce chose où il a des très bonnes courses à haute intensité sur des petites séquences. J'ai l'impression que c'est un peu la même chose avec son handle. C'est-à-dire que quand il faut attaquer le mismatch sur des courtes séquences, ça va. Et on revient au truc usagé, c'est que les possessions longues, où il faut faire un drive, il faut revenir, il faut changer un peu son dribble, où on va lui demander beaucoup plus de choses, du coup beaucoup plus de variété, où je pense qu'il y a beaucoup plus de réflexion. Là-dessus, il a un peu plus de mal, et du coup, ça vient aussi parce que l'handle n'est pas forcément tip-top, et du coup, il n'a pas cette capacité à arriver forcément à pleine balle, ou au contraire... à tout le temps décélérer une fois qu'il est au cercle, et ça rentre aussi avec ce qu'on avait dit au niveau du timing, en fait, c'est tout rentre là-dedans, et du coup, il a un peu plus de mal, effectivement, sur les courses vers le cercle, alors que le move que j'aime bien chez lui, c'est par exemple, il va avoir la balle au large, il va faire un petit dribble, et direct, c'est le side step ou step back, et du coup, sur cette séquence très courte de je pose un dribble, je tire. Du coup, l'enchaînement, on voit qu'on est au niveau de la fluidité des chevilles, et du coup, là, sur le footwork, c'est tip top. Par contre, si il va arriver, il va commencer à faire ce move et qu'il voit qu'il est un peu défendu, et qu'ensuite il doit reculer pour refaire une action, et qu'il doit un petit peu gérer le pick and roll, qu'il doit, je sais pas, faire un hostage dribble, donc tout ce côté un peu beaucoup plus crafty, beaucoup plus dans la réflexion et dans l'attente, là, on a plus de mal. Ouais. En fait, je pense que c'est ça. Pour l'instant, le moins il fait de dribble, le mieux il sport, j'ai envie de dire. Et il a beaucoup de mal sur tout ce qui est, c'est ça en fait, aller dans le trafic en fait, avoir le handle dans les petits espaces, c'est-à-dire mettre son défenseur en prison, des petites choses comme ça. Mais du coup, je pense que et ça rejoint aussi le côté puissance en fait. Manque de puissance tu vois, il y a un peu des joueurs qui arrivent à repasser devant lui. Il y a un peu ce côté j'évite le contact parce qu'aussi je pense qu'il sait qu'il a pas l'explosivité verticale d'un Jalen Green ou d'un Edgecombe, et il a pas la puissance non plus de certains joueurs qui sont des drivers qui peuvent absorber le contact en fin de drive, tu vois. Donc je pense qu'il y a un peu ce côté pour l'instant dans son jeu aujourd'hui, c'est les limites aussi de ce qu'il sait faire et de son profil. Mais du coup, est-ce que toi, tu penses que c'est important pour lui de développer un bon jeu de drive ? Parce que moi, je trouve que c'est assez important, parce que étant donné que ça reste un scoreur, je pense qu'il faut qu'il ait un minimum de rim pressure. Et est-ce que tu penses que c'est important ? Et surtout, en fait, est-ce que tu penses qu'il peut le devenir ? Alors, je pense que c'est plus ou moins important selon la projection de son rôle, en fait, sur lequel tu vas l'avoir en NBA. Si effectivement c'est ta deuxième option, c'est ton secondary ball handler, oui, c'est important. Si tu utilises au final comme un JJ Redick, voire Dalton Connect, tu vas pas forcément lui demander ça, tu vas dire en fait, comme à Texas, on veut pas que tu aies dans la raquette parce qu'en fait, nous on a trop de gens dans la raquette. Donc on va pas te demander ça. Si par contre effectivement tu t'attends à ce qu'il y ait un peu plus de création et qui pèse un peu plus sur l'attaque sur le côté on-ball, effectivement il faut qu'il y ait ça. Je trouve que c'est un peu dommage parce qu'il a une super bonne wingspan et ça se ressent pas forcément. Ça se ressent quelques fois, je l'avais noté notamment ça se ressent par flash, ouais. Ouais, en high school, où il arrive bien à allonger son bras, et le côté un peu l'exagération de Pascal Siakam, où tu as l'impression que Pascal Siakam, ses bras ne s'arrêtent jamais, et que du coup il va te mettre des scoop lay-up, tu sais pas d'où, dans quel angle, mais du coup, souvent, ça va être au détriment de, quand il prend un contact, il élarge son corps, donc c'est-à-dire qu'il prend un contact, il va vraiment exploser, parce que c'est logique, hein, c'est une question de force. Si tu es en boule, tu vas forcément mieux accepter le contact que quand tu allonges ton bras. Mais je trouve pas forcément que
que l'attaque du cercle est si mauvaise que ça. Je pense que c'est plus une question pour l'instant de physique et de compréhension, notamment par le trafic, parce que c'est logique. On parle d'un joueur qui est en 2006, qui a 19 ans. C'est logique qu'il a encore un peu de mal à naviguer sur le terrain quand il y a plus de 5 joueurs. Et en Ouais. fait, le toucher, donc tout ce qui est métrique, il a quand même un super bon toucher au lancer franc. Je trouve qu'en termes de confiance, en termes de shoot, la mécanique est là. Après, on peut pas se projeter et faire une On est déclaration en sûr de ce qui disant va se passer. bah ok, va à 50% au cercle. Mais effectivement, c'est quelque chose qui va être intéressant à regarder pour savoir est-ce qu'en fait on est face à un shooter du coup unidimensionnel qui va être utilisé uniquement pour créer du spacing à 3 points, c'est-à-dire je ne pas un jeu, mais alors, Seth Curry, donc vraiment ce côté on va lui demander un rôle très précis et pas plus, ou est-ce que au final ça va être un peu un Bradley Beal, c'est-à-dire qu'on va se rendre compte qu'il y a un peu plus que ça et du coup en termes de Il y a plus de responsabilité. drive, etc. Ouais. Exactement. Donc ça revient à la discussion Même qu'on en avait termes du coup de. en DM. Mais je suis d'accord avec toi. Tu peux Mais pas. en termes de. Pardon. Vas-y, pardon. Tu peux pas être efficace et avoir le ballon si au final t'as pas un petit peu de rim pressure. C'est très bien d'avoir une C'est ça. distance, mais tu regardes un mec comme De Rozan, c'est un super finisseur, ça, tu vois. C'est pas uniquement de mi-distance. J'ai pas un joueur aujourd'hui Ouais, qui mais. utilise uniquement mi-distance. Ouais, mais finalement, tu vois, je pense qu'il y a des red flags, que ce soit pour l'instant la sélection de tir, que ce soit pour l'instant le handle et la puissance, mais je trouve que dans le côté, même dans le handle, tu vois, je trouve qu'il a un côté où quand il y a beaucoup de trafic, il va se mettre à un peu s'affoler et essayer de garder le ballon le plus proche de lui possible. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais tu sens qu'il craint vite cette pression. Mais malgré tout, je suis exactement d'accord avec ce que tu viens de dire à la fin de aujourd'hui, si tu veux être un scoreur dans une NBA qui est de plus en plus à la recherche de l'efficacité, tu peux être un shooter, mais ce qui en fait te fait passer dans un cap de je suis un joueur à peu près moyen, dans la moyenne en termes d'efficacité, à je suis vraiment super efficace et j'ai une valeur qui décroît parce que mon scoring décroît, et qui en plus peut débloquer le passing, c'est un peu le jeu de drive, quoi. C'est un peu le jeu de drive et là-dessus, je trouve que, comme dit, il a une super envergure. Il y a des lay-ups où tu sens que vraiment il peut trouver des angles assez fous. Même, tu vois, un peu sur. Je trouve il y a des flashs qui se ressemblent avec Jalen Williams. Jalen Williams a encore une envergure plus grande, mais et c'est parfois frustrant parce qu'il est tellement physique. Mais même quand il va au panier, il va vraiment chercher l'angle derrière le défenseur et c'est très impressionnant à voir. Et ça, peu de joueurs peuvent le faire. Donc il y a ça. Il y a le côté toucher de balle. Il y a le côté flexibilité de ses appuis qui fait que je pense il y a peut-être un travail à faire et s'il arrive à débloquer le handle, tu peux vraiment avoir un joueur qui a ce côté un peu élastique et changement de direction beaucoup plus prononcé que maintenant. En tout cas, je pense que son physique le permet. Et je pense qu'il y a aussi un petit peu le contexte de Texas, quoi. Et tu vois, je me dis, le handle, ça peut se travailler. La force, il a l'air d'avoir, en tout cas, les épaules pour encaisser un peu de muscle. Et pourquoi pas une utilisation un peu différente. Je pense pas que tu auras un énorme driver, mais je pense que c'est un meilleur driver que ce qu'on voit actuellement, où c'est beaucoup plus des flashs qu'autre chose, quoi. Ouais, si on compare à Cam Thomas, il y a beaucoup plus de drive positif que Cam Thomas en avait par exemple quand il était à LSU. Et ce que je veux dire, c'est qu'en plus, il est dans un rôle quand même qui est assez mauvais dans le sens où, en fait, si tu veux un shooter qui est efficace et qui remplit ce rôle, tu prends un mec comme Gary Trent. Et aujourd'hui, Gary Trent, c'est un contrat minimum. Donc, entre l'échelle de contrat minimum, c'est-à-dire un shooter unidimensionnel qui rentre dans un rôle, il y en a plein en NBA. C'est pas un rôle qui va mourir, c'est un rôle au contraire. Il y en aura toujours. Ah, je suis un bon driver et du coup, je peux avoir des responsabilités main en main parce que j'ai un playmaking intéressant et j'ai de la finition au cercle sur certains drives. Bah là, du coup, on parle plus de Gary Trent. Ouais. Même si, tu vois, je trouve que déjà par rapport à un Gary Trent, comme dit, il y a un peu tout ce côté vraiment shooting en mouvement sur lequel tu peux créer des actions. Tu vois, un joueur, c'est pas forcément pareil. Mais Duncan Robinson, en un sens, c'est un peu un moteur offensif parce qu'il a cette capacité à vraiment shooter un peu dans n'importe quelle position, quoi. Tu vois, ou même peut-être un. Bon,
mais finalement, Tyrese Maxey, je trouve que beaucoup de sa valeur, c'est dans son shoot. Dans son shoot qui est vraiment élite, quoi. Mais du coup, le drive, ça peut ouvrir des lignes de passe. Et qu'est-ce que tu penses de son passing? Et je vais te laisser un peu carte blanche là-dessus. Je donne rapidement mon avis, après je te lance dessus. En fait, à Texas, comme dit, on le voit très peu. Je trouve qu'il est pas trop mal sur les drop-off passes en fin de drive pour libérer aussi sur des lectures simples comme on a décrit avant, c'est-à-dire si il se fait doubler sur une ISO et qu'il a tout le terrain face à lui. Mais finalement, on le voit peu parce qu'il est peu utilisé comme ça à Texas. Et là-dessus, il y a peut-être d'autres contextes à aller creuser pour avoir plus de billes, quoi. Et toi, tu l'as vu un peu plus. Alors, beaucoup de choses. Sur son passing, moi, je suis plutôt positif parce que surtout, en fait, on a tendance à voir ça en négatif. En mode, touch shot maker, c'est forcément un mauvais passeur. Alors, pour moi, c'est une sorte de biais cognitif de forcément, tu vas penser à des mecs comme Cam Thomas, tout ça, et du coup, tu vas dire, bah, c'est un mec qui passe pas la balle. C'est faux. C'est un mec qui passe la balle. Du coup, je vais revenir un peu sur la query que j'avais fait sur Bartovich, qui est un site en fait où on peut un petit peu comparer les stats. Oui. J'avais fait du coup. D'ailleurs, je me Pardon. permets juste, mais c'est là où on a les stats de réussite à 3 points, au cercle, etc. Et c'est ouvert à tout le monde. Ouais, pour le coup, ça c'est très bien parce qu'en NCA, des fois, c'est un peu compliqué d'avoir les stats et tout ça. C'est un petit peu compliqué parce que l'interface est absolument affreuse et on est vraiment sur un truc très vieux, je trouve. Mais Ouais, en et fait, très, tu sens que c'est que pour les nerds, pour le coup, comment là. dire. Ouais, et c'est fait main, quoi. Ça Ouais. ressemble beaucoup à un Excel géant, quoi. Oui, c'est vrai que t'as le bon point. J'avais fait en fait un fil très simple, c'était du coup 11, au minimum 10 tirs, 3 points pardon, par 100 possession et 120 tirs à 2 points. En fait, pour me dire, parce que pour le coup, le site est facile et intéressant pour quand tu vas vouloir chercher un aspect du jeu. Pas quand tu vas dire je veux comparer Cooper Flag à du coup LeBron James n'a pas fait d'NCA, mais à Zion Williamson, oh bah le BPM c'est pareil, bah, on s'en fout parce qu'il n'y a pas de recherche là-dedans. Par contre, si du coup tu prends tous les filtres un petit peu de shoots, c'est intéressant de voir quel profil ressort. Là on voit du Cam Thomas, du Malik Monk, du Jamal Murray, c'est intéressant. Et ce qui est en plus intéressant, c'est que là du coup tu peux voir que par rapport à des Cam Thomas, des Malik Monk, des Jamal Murray, en termes de pourcentage d'assists, on est bien plus haut. Bon, on sera jamais aussi haut que un triangle qui a 48. Oui, mais Ça m'a fait c'est rire de plus voir du tout le même profil Ouais. de joueur, pour le coup. Ah, mais triangle 48, c'était énorme 48, je sais pas si on se rend compte. Mais ce qui est intéressant, À Oklahoma. ouais, c'est de voir que, par exemple, Malik Monk est devenu un passeur plutôt bon, mais il a mis du temps. Cam Thomas, c'est toujours pas un très bon passeur selon moi. Et Jamal Murray, c'est devenu un passeur ok sans plus. Et de voir qu'il a déjà des meilleurs stats dans un contexte, je pense, qui est un peu plus positif parce que Malik Monk, Jamal Murray, c'est Kentucky. Cam Thomas, c'est LSU. Et je trouve qu'ils avaient des contextes quand même beaucoup plus favorables que Trey Johnson. Et de voir que sa sit rate est beaucoup mieux, c'est quand même assez positif. Et pour revenir un peu sur le film, je suis d'accord. Il y a des drop-off, il y en a une qui était complètement folle, je crois que c'est contre Texas A&M, où il est Il y en a une contre Yukon aussi. Yukon ou... Souvent, en fait, c'est quand Mais- il va être en ligne de fond, en fait. C'est pas Oui. forcément quand il arrive en face, c'est quand il va être ligne de fond et à voir qu'il y a une grande forêt de jambes devant lui, et il va trouver un angle et être en mode ah ouais, quand même. Alors que le mec n'a pas Mais forcément en fait, la réputation d'un super passeur. tu retrouves un peu ce côté envergure où il arrive à trouver vraiment des angles derrière les défenseurs. Et ouais, je crois que je vois de laquelle tu parles, mais j'ai aussi celle contre Yukon, où vraiment c'est un peu le cliché de ce que tu viens de dire, c'est il est sur la ligne de fond et il va trouver un angle derrière deux défenseurs et c'est assez parfait. Mais déjà ça, c'est un peu, ça sort un peu du cadre duquel on parlait jusque-là, quoi. Mais je te redonne la main. T'inquiète. Oui, on est plus sur des flashs, on n'est pas sur forcément des choses. Il y a quoi? Il doit y avoir une petite dizaine, je pense, dans la saison pour aller 30 matchs, donc vous faites le calcul. Mais effectivement, je suis d'accord pour dire qu'en fait, là où il est le meilleur passeur, c'est quand en fait, il est proche de la raquette. C'est-à-dire que ce soit sur des kick-outs ou des drop-off, c'est là que je trouve qu'il est le plus efficace, ou ce que tu avais dit tout à l'heure, c'est-à-dire sur des passes assez théoriques, entre guillemets, à ces systèmes, c'est-à-dire empty side, Oui.
bah, déjà préconçu et en voilà, fait. empty side c'est assez facile, c'est du jeu à 2, on n'est pas sur de jeu à 5, donc il y a beaucoup moins de réflexion là-dessus. Enfin, il y en a un peu plus, mais il va se focaliser sur le jeu à 2, donc ok, bah, le mec est pas assez loin, c'est un pull-up, le mec est trop proche, c'est un alley-oop, grosso modo. Hein. Mais sur l'ordre de lecture simple et plus efficace, il y a eu deux trois pocket pass plutôt intéressants, mais souvent c'était sur des zoom action où ça va être sur des curls, sur des end-off, donc des systèmes qui sont déjà un petit peu prédéfinis pour lui ouvrir un accès, pour lui ouvrir de l'espace. Par contre, effectivement, quand tu vas le mettre sur des pick and roll hauts, avec un écran très haut, où tu vas lui laisser la création face au jeu, assez loin du panier, là, on a beaucoup plus de mal parce que ça revient à ce qu'on avait dit, c'est qu'il va souvent, du coup, essayer de chercher ses hotspots, et là-dessus, ça va souvent être par le mid-range, du coup, et dans le mid-range, bah, il y a quoi? Il y a le trafic, et là, du coup, beaucoup plus compliqué de trouver des lignes de passe si t'es pas un passeur excellent et t'as pas une vision de jeu, et là-dessus, Et une capacité aussi un peu à se détacher de son handle, tu vois. Ouais. Enfin, vraiment pour avoir la vision périphérique, quoi. Mais ouais, je suis d'accord. En fait, pour moi, si je dois un peu résumer, je dirais que soit c'est du passing préconçu ou statique, c'est-à-dire, tu vois, par exemple, comme dit, là où il est pas mauvais aussi, c'est quand il va avoir un post-up face à un mismatch, et il sait que la double team va venir, donc il pose pas de dribble en fait. Et du coup, au moment où la double team vient, et ben lui, il peut directement libérer, même parfois des skip passes, mais une fois qu'il a pas enclenché son dribble, tu vois. Et, et sinon, c'est soit sur des lectures très simples en amont des actions, soit quand il arrive à aller jusqu'au panier et que du coup là il peut arrêter son dribble en fait et soit partir pour un lay-up ou changer d'avis au dernier moment, quoi. Ouais, donc on est plutôt sur des fins de course, début de course, du coup. Exactement. Mais dès qu'il y a un peu ce côté entre deux où il faut manipuler la défense, etc., je te rejoins complètement sur le côté, c'est tout de suite moins bon, quoi. Ouais, mais ça reste quand même, je trouve, du passing fonctionnel. Et ce que j'aime bien, c'est qu'au fil de la saison, quand même, on a senti que les derniers matchs, il y a eu un match, je crois, où il a 0 sur 15 au tir, là, un des derniers matchs. Donc, pas hyper positif. Par contre, sur le passing, vraiment très bon. Et ça aussi, ça va sur la confiance. Il rentre aucun tir, il est tente quand même, mais en plus, c'est pas au détriment de son passing où il va se dire ok, bah, faut que je tente plus de tirs parce qu'il faut que sur la feuille de match, j'ai mis un tir ou pas. Non, il force pas les choses et on sent quand même qu'au fil de la saison, je sais pas si tu le ressens dans le film et dans les matchs que tu as vus, mais qu'il est de plus en plus à l'aise. Et je pense que il est de plus en plus à l'aise sur le côté un petit peu justement kick-out et tout ce qui est séquence peut-être un peu moins système et beaucoup plus de réaction. C'est-à-dire que, ok, bah, j'ai vu que dans la raquette, il y a deux mecs, donc il y a forcément un mec de libre. Ouais, après, c'est vrai que moi, j'ai pas vécu la saison chronologiquement, j'ai plus vécu genre 6 matchs en 2 jours, tu vois. Des trucs comme ça, mais il y a ce côté un peu marrant où tu sens aussi, je trouve que tu retrouves aussi un peu cet aspect sur du drive, où je sais plus quel match c'est, mais un de ces derniers où tu sens que il y a ce côté où il s'est un peu forcé à montrer qu'il pouvait driver aussi, quoi. Et les flashs en drive viennent plus sur la fin de saison aussi, j'ai l'impression. Notamment Kentucky, c'était il y a pas si longtemps, si je dis pas de conneries. C'est un match où il y a un peu plus de drive. Mais du coup, est-ce que toi, tu as quelque chose un peu peut-être à rajouter sur son passing, sur le high school ou sur le FIBA? Je trouvais qu'il était plutôt bon passeur, surtout en FIBA. En high school, c'est assez compliqué parce qu'il était dans un trio avec Jasper Johnson et Labaron Fallon qui sont peut-être des meilleurs passeurs que lui. Du coup, il n'avait pas forcément cette tâche de passing. Et le jeu high school fait que il y a un petit côté pro-am parfois, logique pick-up game où tu as l'impression que tu vas chercher ton mismatch et du coup tu vas essayer d'un peu de cook le mec. Et du coup, ça peut être des séquences un peu des fois chaotiques ou overtime elite pour le coup. Euh, mais j'ai jamais trouvé non plus que c'était un mec qui pensait pas à la passe parce que, comme je l'ai dit, on a un côté un peu Cam Thomas, il est avare de ballon et va pas forcément Mm. penser à faire la passe. Pour le coup, je trouve pas que ce soit un mec qui va s'enfermer dans des shoots compliqués à trois personnes et qui va pas faire la passe. S'il voit qu'il y a deux personnes sur lui, souvent, il va faire la passe et il n'a pas peur de faire la passe au détriment de se dire ah bah si je fais la passe, j'ai plus le ballon. Il y a aussi ce Et côté de des fois tu vas arrêter le jeu parce que tu veux ton tir, tu veux le ballon. J'ai pas ce sentiment chez Trey Johnson. oui, je suis d'accord que en tout cas, c'est pas tout son jeu, c'est pas ça. Il
y a certaines séquences où c'est ça et c'est forcément perfectible. Mais je suis d'accord que moi, il y a une stat qui m'intéresserait, c'est juste le nombre de secondes par touche qu'il fait, tu vois. Je trouve, ou de dribble par touche qu'il fait. Je pense que c'est pas super élevé, quoi. C'est pas dans les standards de certains, tu vois, joueurs ball stopper qu'on pourrait avoir en tête, quoi. Oui, Mais genre S. Bailey par exemple. Tu vois, ouais, si je par pense à S. exemple, Bailey, je pense à un mec du coup qui fait un post-up et qui va rien créer pendant 5 secondes. Certes, ça peut être le cas avec Trey Johnson, mais aussi connecteur où je suis à 45, bah il y a un mauvais close-out, le mec à côté de moi est ouvert, je vais faire la passe, je vais pas attendre, demander un truc et faire un truc très théorique de recommencer la chose, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. oui. Bah, je suis d'accord qu'il a moins ce côté ball stopper, mais faut que j'arrête parce que là, c'est que le deuxième et on a déjà balancé. J'ai l'impression qu'on fait le scouting en parallèle de tous les profils de Ace Bailey. C'est assez marrant. Mais bon, voilà. Et du coup, pour finir, à moins que tu veuilles rajouter quelque chose sur le C'était passing. juste pour le Matrix, sur les post-up, de coup, incluant les passes, 40 possessions, 1.1 points par possession et au ranking 91e centile. Ça rejoint ce qu'on disait dans le sens où quand il est face au jeu et que le decision making est plutôt simple et que la vision du coup est périphérique et qu'il n'est pas en train de dribbler, il est excellent en fait dans ce registre-là. Ouais. Et pour le coup, le post-up, on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que c'est un peu aussi un truc signature et je pense que ça vient de là, de les comparer avec DeRozan. Et c'est pas faux, il y a un peu de ça dans le sens où il est bon, il a un excellent footwork sur ces actions-là, un peu à mi-distance. Il a une belle panoplie de moves et il a un très bon passing sur ses séquences statiques. Et du coup, pour finir avant de se projeter, parce que là on a bien avancé, enfin on prend notre temps en tout cas, on va essayer d'accélérer un peu sur la fin, mais la défense, qu'est-ce que t'en penses? Moi je pense que la première chose à dire c'est que il défend pas le point d'attaque et ça c'est peut-être c'est pas un défenseur on ball quoi. Bah, c'est marrant parce que est-ce que c'est encore on est sur une question de contexte, mais il le faisait beaucoup plus en high school. Et je pense que c'est parce que tu as pour le coup des gros défenseurs à Texas. C'est une équipe qui est très mauvaise en défense, overall. Par contre, tu as des mecs qui vont le faire le point of attack. Et comme il a beaucoup de courses et il dépense beaucoup d'énergie à avoir ses courses en attaque, est-ce que c'est une demande du coach? J'ai l'impression que du coup on va le demander de mettre off-ball pour lui dire repose-toi un peu en attaque parce qu'on a en défense pardon, parce qu'en attaque on va avoir besoin de toi pour faire des courses. Alors qu'il y avait beaucoup plus aussi une question d'agressivité pardon, en high school où il voulait un petit peu défendre sur le meilleur défenseur. Au niveau des mains, il y avait beaucoup plus d'agressivité, de motivation. Et j'ai l'impression que du coup, je sais pas ce que tu as vu dans tes matchs, mais que du coup, c'est par intermittence. C'est-à-dire que parfois, il va chauffer, il va se dire bah, ok, là j'ai envie de super bien défendre, de bien déplacer mes hanches, mes jambes, et du coup, il va faire une super possession en utilisant son corps parce qu'il a une super bonne wingspan. Et c'est dommage de voir qu'il y a si peu de stock pour un corps aussi bon en défense. Et parfois, c'est juste, il va se faire battre sur un close-out. Et du coup, t'es en train de te dire, mais en fait, le mec ne fait aucun effort. Il y a un peu ce côté peut-être superstar, mais est-ce que le côté superstar, c'est parce qu'il sait qu'à côté de lui, il va y avoir des mecs comme Kaluma qui vont très bien protéger le cercle, et du coup, c'est pas si grave si je me fais dépasser? Ou est-ce que c'est vraiment un manque de motivation, sachant qu'il l'avait en high school? Ouais, moi je pense que c'est pas un playmaker défensif, c'est pas un voilà, c'est un joueur qui est beaucoup moins utilisé, enfin qui défend peu on ball et je pense que pour le coup il y a un truc qui m'inquiète un peu, c'est la navigation d'écran où je le trouve pas forcément bon. Ça c'est vrai. Enfin je sais pas ce que t'en penses, mais si tu partages cet avis. Mais j'ai trouvé qu'il y avait ce côté où il pouvait vite se laisser déborder, etc. Et il n'y a pas forcément la technique. Mais là où je l'ai trouvé vraiment pas mal, c'est que Texas, des matchs que j'ai vus, je trouve que c'est une équipe qui essaye de plutôt appliquer de la pression sur le porteur. Et lui, il se retrouvait souvent dans, en gros, les trois joueurs qui devaient gérer les rotations. Et je trouve que sur les matchs que j'ai vus, bah, c'est plutôt pas mal dans les rotations.
Alors je pense qu'on n'est pas sur un joueur transcendant défensivement, mais tu vois, je trouve qu'il est plutôt, plutôt concerné et il sait faire les rotations là où il faut. Alors il y a 2-3 fois où il les fait pas du tout et il y a des gros trous. Mais j'ai vraiment essayé de le regarder le plus possible en défense, pardon. Et je m'étouffe, donc je vais devoir te laisser la parole. mais je trouve que globalement, tu vois, il y a ce côté un peu, et qui est encore plus décuplé quand il a ce côté, les matchs serrés, et lui il est un peu dans la zone, et du coup il y a ce côté compétiteur où il est en feu, où il est encore plus impliqué défensivement. Mais je trouve que globalement, rien, ne serait-ce que dans les rotations, c'est pas mauvais en tout cas. Non, on n'est pas sur un défenseur, je pense, médiocre. Euh, Après, c'est l'NCA, donc on sait que le passage NCA to NBA peut être assez violent pour certains. Mais déjà en high school, il y avait quand même plutôt des bonnes séquences. La bonne wingspan est bien, mais surtout des séquences de lecture, sans que ce soit un playmaker défensif. Être agressif dès qu'il y a un écran, monter haut, essayer de gêner avec sur du edge, être agressif et monter les bras. On a quand même peu vu ça à Texas, et c'est plus souvent il va naviguer entre l'écran et les zones de conférence là ici, qui est pour le coup extrêmement physique, peut-être la conférence la plus physique je trouve d'NCA, parce que tu tapes des joueurs quand même, des Johnny Broome, des Alex Condon, qui sont des athlètes presque déjà finis, et on sent qu'effectivement dans la navigation d'écran, bah, ça manque de puissance. C'était le problème en attaque, c'est un peu le problème en défense, et aussi parfois j'ai un petit problème de moteur à nouveau où, sur les longues courses, il va avoir du mal. Est-ce que ça rejoint le côté où il a du mal à faire des longues courses parce qu'en attaque il en fait beaucoup et il fait souvent des petites courses? À voir, mais je pense que c'est un mec que tu mettras jamais sur le point of attack, effectivement. Non, je pense pas, parce que c'est pas un joueur qui descend très bas. Enfin, je sais pas comment dire, mais il y a pas ce côté aussi latéralité et joueur défenseur du point d'attaque qui a toutes les qualités C'est un bel athlète, mais il descend pas forcément très bas. Enfin, il se met très peu en position défensive, je trouve. Et il y a ce côté aussi où il est pas ultra mobile et pas ultra tanké non plus. Donc finalement, tu te dis, bah oui, il vaut mieux le mettre off-ball. Il sera pas ultra positif à protéger le cercle. Là sous les yeux, du coup, j'ai les clips que j'ai de lui en défense, mais que la mauvaise défense. Il y en a une contre Oklahoma qui est assez marrante, où du coup, je vais essayer de vous la décrire. Mais en fait, voilà, il y a encore ce côté où Texas met de la pression. Et du coup, lui, il se retrouve à devoir gérer le corner opposé et le joueur à 45 enfin, côté opposé, quoi. Et il fait vraiment, il reste planté. Enfin, tu vois qu'il y a un bug dans son cerveau de je sais plus ce que je dois faire. Et du coup, en fait, bah, juste le joueur qui est à 45 sur qui il doit faire le close-out, il se retrouve complètement seul. Mais bon, voilà, il y a deux, trois petits moments où tu sens que c'est pas parfait. Mais je trouve que globalement, ce sera pas un défenseur négatif. Non, Même il a si ça va il a pas. les outils pour, je trouve, il est pas forcément, il est pas lourd, il a pas de mauvais appui, quoi que ce soit. Au niveau des hanches, on est bon. Il y a juste des fois aussi des petites choses à corriger. Je sais pas si tu as vu ça, mais souvent, quand il y a des close-outs, il a une tendance à mettre les mains, c'est-à-dire juste essayer de chipper le ballon. Et ça paraît parfois, en fait, que du coup, bah, comme il se penche et qu'il va chercher le ballon, il ouvre une ligne de drive. Et j'ai l'impression que c'est une sorte de leitmotiv chez lui de parfois faire des choses qui n'ont pas forcément besoin, c'est-à-dire il va essayer de chipper le ballon, je sais pas trop pourquoi, et du coup. Mais je trouve que même globalement, en dehors de ça, je trouve que il a un peu un côté gamble défensif. Et j'y ai pensé ce matin. Et je me disais, en général, les joueurs qui sont un peu... Tu vois ce que je veux dire, même sur certaines... les close-out, les lignes de passe, il va avoir un peu ce côté gamble. Et pourtant, le steal percentage est très bas. Oui. Ça, j'avoue qu'en fait, en y repensant, je me suis dit, ça me fait un peu peur, quoi. Parce que normalement, c'est corrélé, quoi. C'est souvent quand tu gamble, enfin, c'est impliqué plus que corrélé. C'est quand tu gamble, t'as un hostile percentage. Après, t'as un hostile percentage, ça veut pas forcément dire que tu gamble, mais voilà. Du coup, j'avoue que ça me fait un peu peur parfois. Parce que je trouve qu'il a pas forcément de très bonnes mains, tu vois, on parlait de fait d'être assez agressif sur les écrans pour essayer de chipper le ballon. J'ai pas eu de séquence qui m'a marqué, je me dis, ah ouais, il a des belles mains, ou il est en isolation, il va réussir à gêner le défenseur. Je me dis, pas forcément de belles mains, et du coup, le gamble, j'ai l'impression que quand il le fait, c'est un petit peu par dépit, en mode, bon, bah, je vais tenter un truc. Pas forcément dans l'idée de dire,
je vais avoir le style et on va aller en contre-attaque, c'est juste, bon, bah, peut-être que ça passe. Et du coup, il n'y a Oui, pas oui, forcément peut-être. cette implication, cette motivation à se dire, ce gamble est important, du coup, il faut que je le fasse à fond. Et du coup, c'est un peu un truc par défaut qui va faire par dépit un petit peu, en fait, presque. Ouais, ouais. Ouais. Après, je pense que, voilà, comme dit, c'est pas le pire joueur que j'ai scouté défensivement. Non, non. Et je trouve que globalement, même s'il y a des erreurs, il y a quand même, la plupart du temps, il fait les bonnes rotations. Et je pense qu'il sera très peu ciblé on-ball aussi, malgré tout, quoi. Mais du coup, on peut peut-être passer à la projection NBA. Et du coup, une question assez simple, soit c'est quel rôle tu lui projettes, quel rôle, assez simplement, quel rôle, dans quel rôle il aurait de la valeur. Et après ça, je te poserai quelques over-under que j'ai préparés parce que Azad avait eu la bonne idée de faire ça au premier. Et je trouvais ça très marrant. Mais du coup, avant ça, quel rôle tu trouverais lui conviendrait bien? Alors, j'ai un petit peu dérogé à la règle, je pense, parce que je vais en prendre un peut-être court terme à long terme. Euh, pour tout ce Il n'y a pas de règle, hein, donc vas-y. Pour tout ce qui est rôle à l'instant T, je pense que, comme on expliquait, le ballon en main pour l'instant, c'est peut-être un peu compliqué. Surtout que ça arrive très souvent, même trop souvent, que même des énormes slashers ont du mal à gérer le physique des joueurs NBA, plus la capacité, les joueurs NBA font des courses beaucoup plus grandes, à beaucoup plus d'intensité, ce sont des meilleurs athlètes. Du coup, tout ce côté trafic, ou des fois où tu vas forcément te débrouiller un petit peu mieux en NCAA, bah, en NBA, tu te fais un petit peu casser la gueule, genre Scoot Anderson par exemple. Euh, je pense qu'il faut. J'aime bien le rôle, par exemple, que peut avoir un Dalton Knecht aux Lakers, c'est-à-dire pour l'instant, euh, Avant qu'il se fasse trader, tu veux dire? avant qu'il mette plus un tir, euh, Ouais. c'est d'essayer de le cadrer. C'est-à-dire en le. Je pense que comme il a des bonnes lectures et qu'il connaît les systèmes, c'est ce qu'on disait au début au niveau des courses, là-dessus tu as vraiment un joueur off-ball excellent. On n'a pas forcément parlé, mais en transition, le pourcentage je crois de 3 points en transition, on est je crois sur 91%, donc c'est énorme. C'est-à-dire que c'est là-dessus, sur les séquences, je me dis de transition, il va falloir courir et il va falloir trouver un mec dans le corner ou un mec ouvert. Là-dessus il va exceller. Je pense qu'il a une bonne notion du spacing et du coup il va savoir être ouvert, ne jamais faire trop de courses là-dessus. Il va falloir un peu travailler sur les cuts parce que les cuts, il n'y en a pas à Texas et le volume pas assez évident ou efficace. Enfin, le volume n'est pas assez conséquent, pardon, pour qu'on puisse le scouter. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut pas forcément lui laisser le ballon entre les mains, sachant il arrive dans des équipes, je pense, où aujourd'hui, toutes les équipes ont un petit peu leur premier et second ball handler et du coup, il a un petit peu un rôle de shooter en sortie de banc, c'est-à-dire un peu Jared McCain quand il arrive. Jared McCain, il va bénéficier de choses au final aux Sixers pour avoir beaucoup plus de responsabilités, mais un petit peu dans ce rôle-là. Et on en parlait du coup en DM avant. Moi, j'expliquais que pour ce genre de profil, c'est assez marrant de voir que quand je le comparais à des mecs comme Devin Booker, bon, Zach Lavine, c'est un athlète énorme, mais je sais plus qui j'ai sorti. Je crois pas que j'avais dit Devin Booker. Bradley Beal? Bradley Beal, c'est ça. Bradley Beal? Ce sont des mecs qui sont arrivés en tant que shooter en high school et qui en fait assez vite, surtout pour Devin Booker, ont eu beaucoup de responsabilités on-ball et ça n'a pas forcément été leurs meilleures années. Contexte, hein. Bon, Bradley Beal c'est un peu mieux parce que c'est un peu plus tard dans la carrière parce que c'est le moment où John Wall part. Du coup, c'est pas si Mm. négatif. Devin Booker, bon, il n'a pas les meilleurs joueurs à côté de Dragan Bender, on n'est pas sur le joueur du siècle. Josh Jackson non plus. Mais c'est des mecs qui ont eu un peu de mal à avoir autant de responsabilités. Et pourtant, ce sont des mecs, Lavine, Bradley Beal, Booker, ce sont des mecs aujourd'hui qui ont des super contrats parce que le côté shooter off-ball et par la gravité qu'il peut proposer est assez bonne. Et tout cet apprentissage, ce côté un peu in the mud, comme ils vont appeler en Amérique, c'est-à-dire tu vas avoir des séquences mauvaises, tu vas galérer. Par contre, dans l'apprentissage, c'est excellent parce que du coup, tu vas pouvoir être un connecteur. Je sais pas si c'est forcément du connecting, mais plus du côté se débrouiller balle en main sans être un trou et être plus que ce joueur au ball. Hmm.
En gros, ouais, je pense qu'il y a un côté où les années en tant que meneur, tu vois, pour Booker, par exemple, ça l'a forcé un peu à avoir cette vision périphérique. Et tu vois, après, je pense que c'est vraiment le scénario ultra optimiste parce que tous les joueurs que tu as dit, Bill, Booker, Lavine un peu moins. Lavine un peu moins, c'est vrai. Mais finalement, c'est aujourd'hui des super créateurs de jeux. Et finalement, c'est tes porteurs de balles primaires ou secondaires. Et c'est des joueurs qui, justement, Booker, c'est un joueur qui est capable de jouer le pick and roll et de manipuler la défense. Bradley Beal, ça l'a été à Washington. Et c'est un peu le swing skill lié, je pense, c'est le côté drive, capacité à devenir un bon driver, et passing qui se développe par le handle et par tout simplement un meilleur passing et une meilleure volonté de créer, je Ouais, mais pense. ils ont tous des profils en fait un petit peu de shooter off-ball. Je pense surtout à Devin Ouais, quand Booker ils arrivent, ouais, de tout à fait. Kentucky. Même Tyler Hero, tu vois, Tyler Hero à Kentucky, c'est uniquement du off-ball. Et petit à petit, on a vu qu'il y avait des séquences de plus en plus positives on-ball. Je pense même à Jeremy McCain qui a Duke dans la saison, avait beaucoup plus de répétitions on-ball. Et on a vu que tout ça, ça lui a quand même bénéficié pour son jeu de pull-up, notamment Ouais, Jeremy McCain qui est absolument phénoménal. c'est vrai, avant que. Enfin, Mm. le Roy déchu, Jared McCain. Mais, ok, et du coup, Je sais même pas si un j'ai peu dans répondu à la ta question draft. au final. Oui et non, en soi, oui et non. Je pense que. Moi, je pense que j'insisterai aussi sur le côté. Tu vois, l'utilisation qu'a un Zach Lavine. Moi, je trouve que c'est quelque chose que j'aimerais bien voir avec lui. Alors, c'est pas le joueur athlétiquement qu'est Lavine, mais aujourd'hui, Lavine, en réalité, c'est plus un shooter qu'autre chose. Et c'est devenu un shooter d'élite. Et moi, ça, par exemple, ça me plaît pas mal en termes de rôle et vraiment d'utilisation. Tu vois, c'est l'utilisation qu'il a à Sacramento, sur le peu que j'ai vu, c'est vraiment très chouette. Et je me dis que ça peut vraiment être ce genre de joueur, en tout cas. Et en tout cas, tu vois, Trey Johnson, je pense que c'est un joueur en NBA. J'aimerais bien que voilà, il y ait un autre porteur de balle, un créateur à côté de lui. Et on pourra peut-être dire où est-ce qu'on aimerait qu'il tombe après. Mais ouais, je pense que j'aimerais quand même qu'il ait ses sets de shooter et qu'il ait finalement, sur ses premières années, une grosse fréquence à 3 points pour qu'il trouve de l'efficacité, quoi. Ouais, puis qu'ils deviennent Mais du un coup, joueur au minima, en fait, un bon joueur à 3. On parle de Gary Trent. Au minima, en gros, tu deviens. Allez, bon, Garrison Matthews. Bon, j'ai pas envie de drafter Garrison Matthews aussi haut, mais dans le sens où tu vas forcément trouver un contrat NBA parce que tu vas être prolifique à 3 points, quoi. ouais, et comme dit, moi je pense vraiment qu'il y a ce côté source offensive de par son mouvement qui est possible assez rapidement. Et après, il y a quand même, tu vois, tous les joueurs que tu as dit, bon, peut-être Garrison Matthews un peu, mais avec cette taille, c'est quand même très cool. Et avec le potentiel un peu de plus de création, d'auto-création par rapport à ces joueurs qu'on cite, quoi. Donc, tu vois, ouais, moi je trouve qu'à à terme, dans le scénario peut-être idéal, je dirais Zach Lavine, l'utilisation, je trouverais ça très très cool. Je trouverais ça très très cool. Et du coup, dans la draft, toi, Jamal Murray, t'aimes bien ou pas? Parce que du coup, Jamal on Murray, retrouve c'est. beaucoup dans les comparaisons, justement, voir trop vite, dans le côté Oui. assist, pas forcément Et assist. Il y a beaucoup de 2 points, il y a pas mal de 3 points. Au niveau du cercle, en tout cas en NCAA, Jamal Murray, c'est pas forcément élite. mais même en NBA, hein, et il y Ouais. a un côté un peu frustrant parce que il y a pas forcément beaucoup de drive, il cherche beaucoup l'angle, tu vois. Jamal Murray, il doit aussi avoir un free throw rate très très bas, quoi. C'est pas mal non plus. C'est pas mal non plus. Mais en tout cas, du coup, pardon. Est-ce que tu es prêt pour les over-under? Le premier, je vais te demander de potentiellement me préciser, d'accord? 5,5 à la draft. Over ou under? Est-ce qu'il se fait drafter avant ou après la 5 place, c'est-à-dire à partir de la sixième ou dans le top 5? Hmm. Après, là, c'est pas un prono, c'est vraiment si toi t'étais GM, est-ce que tu le drafterais dans le Ah, top 5? oui. Oui. Oui, si tu me dis un prono, j'hésite plus, mais oui. Ok. Donc Juste par le profil, en fait.
tout simplement. Ok, très bien, très bien, très bien. 0,5 rookie de l'année. Ah, J'aurais dû le mettre à la fin celui-là. Il est pas intéressant, on sait même pas où il joue. ouais, c'est compliqué. Puis, t'as quand même un gros nom au-dessus, quand même. Donc, Ouais, bon, alors under. ouais, Under, forcément. Ok, j'avais, alors on va y aller crescendo. Pardon. 20, 25% d'usage sur ses plus grosses saisons. Over ou under? Ah, sur ce plus gros ça. T'as ajouté un petit astérix. Non, 25, Oui, je pense que c'est-à-dire à terme, quoi, dans 3, 4, 5 ans, quoi. sachant que là, il est à 27. Oui, mais à Euh, Texas. Ouais. Tu vois, là, Jamal Murray à 25, Malik Monk 25 en Kentucky. Je pense qu'il dépasse pas les 25 en carrière, quand même. À moins que ce soit vraiment... du coup, ton Devin Booker, là, tu le responsabilises beaucoup plus balle en main. Mais si on se projette sur le rôle de Zach LaVine... moi, je sais pas l'usage de Zach LaVine. Je pense qu'on est légèrement en dessous de 25. Entre 20 et 23. Oh, ok. Bah, du coup, je Je pense que t'ai mis un chiffre. ouais, mais je pense que mes deux questions vont être, mes deux questions suivantes vont être assez vite pliées. J'avais 0,5 saison à plus de 30 points. Over ou under? Under. Ok. Et du coup, 0,5 titre de scoreur le plus prolifique de l'année. Under. Ok. Et pour finir, j'ai mis le cut à 2,5. 2,5 All-Star Game en carrière. Over. Over. Ouais. Ok. Je crois que c'est le seul over que j'ai dit. Ouais, C'est le seul où je me suis mouillé. Non, avec le top 5. T'as dit Ouais. que tu le prenais top 5. Ouais. Ok. Eh bien, avant de finir, du coup, la petite question, moi, que j'aime, c'est pas tant les comparaisons, parce que c'est compliqué. En tout cas, dans l'utilisation, on peut en faire, mais tu vois, dans le profil du joueur, c'est toujours très compliqué. Voilà. Mais l'équipe où t'aimerais le voir tomber le plus l'année prochaine. Alors attends, du coup, je vais regarder un petit peu sur Tankaton parce que... Bah, du coup, moi, pour te lancer, j'en ai une qui, du coup, n'est plus possible, mais où j'aurais adoré le voir sur le début de saison. C'était tout simplement Détroit. Je trouvais ça génial avec Cade, avec ce côté source d'attaque secondaire, capacité à avoir du spacing qui serait pas forcément très négatif défensivement. Je trouvais ça cool, mais je crois qu'ils sauront plus trop. Ouais, il gagne trop malheureusement. Il Mais gagne beaucoup effectivement, trop. sur le papier, c'est c'est le complément presque parfait à Cade dans le sens où, même au niveau de Détroit, tu as besoin de shoot. Comme ça, c'est super. Même, je pense au Magic, tu vois, mais c'est pareil, ça Ouais. gagne trop. Un mec comme Trey Johnson au Magic, même si c'est sur le banc, ça trouvera vraiment une efficacité assez folle dans un effectif comme ça. Et du coup, est-ce qu'il y a une équipe de loterie que tu aimerais bien voir, par exemple Portland, Bah, Toronto, j'aime bien, moi. les Spurs, Toronto? Bon, j'ai encore du mal à définir le projet à Toronto. Mhm. Mais si tu es toujours dans l'idée de Scottie Barnes, pièce centrale, je pense qu'un mec comme. Comme Trey. Ouais, c'est ça. Après, peut-être Ouais. que ça fait doublon avec Gradedick, mais dans le sens où ils n'ont pas forcément le même profil. Je pense que. Puis de toute façon, si tu crois en Scottie Barnes et que c'est toujours le projet, il te faut un maximum de shooters à côté. Et Ok. puis, peut-être que ça fait doublon, je pense aussi avec Emmanuel Quickley, qui a un peu le même profil au final, qui arrive en tant que shooter et qui développe un peu son playmaking et son bullet handling. Mais de toute façon, Toronto a besoin de talent. Ça me plaît bien, Toronto, là. Moi, ce Comme ça. serait pas l'équipe que je dirais le Je plus. sais pas si c'est idéal, mais j'aime bien. Moi, j'en avais quelques-unes. C'était en vrai, bon, les Spurs, c'est trop facile de toute façon. Oui. Je pense que Même voilà. les Pels forcément, c'est Zion, ou peut-être un Voilà. bah, tu prends les Pels. Quoi. Portland, je trouvais ça intéressant, Portland. Tu vois, des ailes Avdia, Toumani Camara, Trey Johnson. Bon, après, il y a le Shedon Sharp, c'est vrai, mais ça me tentait bien. Et sinon, attends, je m'étais noté une autre. C'était quoi? Houston en vrai, hein. Mais bon, faudrait qu'il tombe assez bas. Parce que
Houston, il y a un monde. Bah, Houston, ils ont le pic des Suns. Ouais, en 12. C'est ça. Ça me choquerait pas. Donc voilà. Et ouais, ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Franchement, le En plus, Texas et tout. Line-up Amen Thompson, Trey Johnson. Moi, sur le papier, j'aime bien. Hein. Ouais. Ah ouais. Tu vas pas prendre encore un rebondeur, gros défenseur à Houston, ça suffit là. Ouais, non, c'est vrai que Houston, maintenant que tu le dis, j'aime bien. Bon, après, peut-être que tu vas te dire, il y a Rich Shepard et tout, mais je pense quand même que les deux peuvent jouer de ce complémentaire. Et puis, Ouais. c'est un profil que Houston n'a pas forcément. Je pense ce genre de profil. Et Donc, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et ben, ça me chauffe bien, Houston. Houston ou Portland. Et sinon. Donc en gros, on 10-12 là quand même. Donc il sortirait du top 5. Ouais. Et sinon, tu vois, dans le top 5, il y aurait quoi? Charlotte? Charles, je suis désolé, mais j'ai aucun prospect à là-bas. Et pour le coup, tu vois, Brandon Miller, bon, offensivement, shooter qui a pas des énormes responsabilités balle en main. Bon, c'est pas le même profil, mais voilà quoi. Il y a des similarités. Non, mais voilà. Houston, c'est quoi? On va dire Houston. Houston, Texas, l'histoire serait cool. Franchement. Et certains diront que il est déjà le scoreur que Jalen Green rêve d'être. Mais je t'en fais pas. C'est qu'il a dit. Je ne fais pas. J'ai dit des gens disent ça. C'est juste que j'ai ouï dire. Ouais. J'ai ouï dire. J'ai ouï dire. Enfin bon, en tout cas, on a fait un gros tour sur Trey Johnson. On a fait 1h30. Ouais. C'était cool. Et puis le mot de la fin. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on dit pour finir? Il faut que Drake aille aller chercher de l'efficacité en NBA? Non, c'est pas très bien comme mot de la fin. J'ai connu mieux, je t'avoue. Non, juste le mot de la fin, c'est chiant parce qu'il sera pas en March Madness et du coup, on va avoir aucun contenu de lui de mars jusqu'à juin. Et tu penses que ça peut le faire baisser un peu? Ouais. Okay. En fait, c'est-à-dire que jusqu'à la combine et les chiffres en mode mais en fait la wingspan, ça se trouve en fait elle est 2m6 et pas 2m10. Ça peut baisser encore plus. Elle a l'air longue quand même, hein, sa wingspan. Hein. Ou au contraire, à la wingspan, il rentre tous ses 3 points. Il jouera pas le match, je pense, parce que généralement les top 10, top 5, ils vont pas jouer le match. Mais tout ce qui est interview et tout, il y a beaucoup de choses qui jouent là-bas. Et ce qui est dommage, c'est que du coup, pendant toute la période de March Madness, on verra pas le joueur, quoi. Ouais, c'est vrai. Si je sais ce que je veux dire pour la fin, c'est que pour les auditeurs les plus fidèles, en tout cas, j'avais reçu 2-3 DM au moment du podcast que j'avais fait sur le trade de Karl Anthony Towns que j'avais fait en urgence, enfin voilà. Et j'avais mentionné Zvonimir Ivicic. Et j'ai retrouvé Zvonimir Ivicic. Il joue à Arkansas. Ouais, il a son frère qui joue à Illinois. C'est ça. Il a un frère, je sais pas si c'est un jumeau, mais son frère qui joue avec Kasparas Yakouchonis, donc lui, je l'ai beaucoup trop vu. Mais oui, du coup, il joue à Arkansas, Zvonimir Ivicic. Donc Zvonimir Ivicic va bien. Et je pense que on peut finir comme ça, quoi. C'est une belle fin de parler de Zvonimir Ivicic. Ça me va. Bon, en tout cas, merci beaucoup. J'espère d'avoir été avec nous. Comme dit, si ça vous intéresse le contenu sur la March Madness de Symbiose, je vous mettrai tout en description. Merci à vous de nous avoir écoutés. Pour le prochain scouting, je ne sais pas qui ce sera. Sans doute peut-être justement Kasparas Yakouchonis. Merci. Teasing. Merci de nous avoir écoutés. C'était encore une fois très très cool à faire. À très très vite sur le Dreamcast Show. Prenez soin de vous. Ciao.